Bien, bonjour sur le plateau d'Informatic News qui organise aujourd'hui une table ronde sur le thème de la gouvernance de la donnée. La gouvernance de la donnée, donc c'est un thème qui n'est pas nouveau, dans un contexte qui n'est pas nouveau, mais qui évolue sans cesse, avec des facteurs qu'on connaît bien. Le premier, c'est l'explosion des données. Ça fait un certain temps qu'on en parle, mais ça explose toujours, donc ça veut dire que les volumes deviennent absolument considérables, et il faut bien les stocker, les gérer, les traiter, et en tirer parti. Les métiers qui sont de plus en plus impliqués dans la gestion et l'utilisation de ces données, les risques qui sont toujours très importants, et puis les besoins en conformité qui sont de plus en plus pressants. Donc c'est un contexte qui est relativement complexe. Et pour parler de tout ça, nous avons trois intervenants aujourd'hui. Alors, je vous présente déjà Roxane Ejlali, qui est responsable de la stratégie produit chez MicroStrategy. Roxane, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots nous rappeler qui est MicroStrategy et le lien entre MicroStrategy et la gouvernance de la donnée? Oui, tout à fait. Alors donc, MicroStrategy est un éditeur global d'analytics avec pour but, effectivement, de mettre à disposition l'information au plus grand nombre dans leur outil de prédilection. C'est-à-dire qu'il n'est même pas besoin de demander l'information ou d'aller la chercher, qu'elle soit disponible directement en fonction du contexte et de là où ils sont. Alors évidemment, on imagine bien que avec cet objectif, mettre à disposition de la donnée qui est gouvernée devient essentiel. Et donc, c'est là où vient se greffer ces considérations de gouvernance, mais en même temps, et on en discutera sûrement plus tard, mais le besoin de self-service et d'analyse de données et de mise à disposition pour tout le monde de cette information est en demande croissante, comme vous nous le faisiez remarquer. Donc voilà, donc en gros, MicroStrategy s'oriente autour de trois piliers. Donc premier pilier, mettre à disposition de la donnée à l'ensemble des utilisateurs sans même qu'ils aient besoin de la demander. Deuxième pilier, mettre à disposition une plateforme d'analyse de données qui marie la gouvernance de la donnée avec l'analytics, pour éviter justement ce conflit, cet antagonisme qu'on peut percevoir. Et puis troisième pilier, la mobilité, parce que évidemment, avec tout le monde qui se déplace tout le temps, dans tous les métiers, eh bien, avoir cette information à disposition sur l'outil mobile de votre choix est essentiel. Donc voilà. Très bien. Alors Jean-Michel Franco, vous êtes responsable des offres de data governance, donc pile dans le sujet, si je puis dire, chez Talend. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en deux mots, qui est Talend et le lien avec la data governance, puisque finalement c'est un peu votre métier de base, si je puis dire. Oui, alors Talend, c'est une société qui s'est créée en France, qui s'est globalisée. On est aujourd'hui 1300 personnes, pour vous donner une idée. On est, toute la partie produit est conçue en France, à Suresnes ou à Nantes. Et en fait, notre métier, c'est de permettre aux entreprises d'amener la donnée là où elles en ont besoin. Donc là où elles en ont besoin, ça peut être dans leurs applications décisionnelles, ça peut être dans le cloud, ça peut être dans leurs applications, par exemple mobiles, pour gérer des expériences clients. Et l'enjeu, c'est d'amener ces informations pertinentes, c'est-à-dire c'est pas seulement de l'intégration de données, il faut amener les données, les transformer, etc. Mais il faut aussi en garantir la protection. Donc ça, c'est toute la partie gouvernance, protéger les données, s'assurer qu'elles vont vers les bonnes personnes, les documenter et faire en sorte qu'elles soient utilisées le plus largement possible en contexte. Très bien. Alors, troisième intervenant, François Holpout, vous êtes directeur général de Snowflake France. Snowflake, on connaît, même si c'est un acteur relativement nouveau. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, vous par rapport à la gouvernance de la donnée, comment vous vous situez et qu'est-ce que vous faites précisément? Tout d'abord, Snowflake est une société qui a été créée en 2012. Une société américaine créée par deux Français, oui. Donc deux vétérans de la donnée, que sont Benoît Dageville et Thierry Cruanès, et qui en fait sont partis d'un constat extrêmement simple, qui est dans l'ère de la donnée, l'essentiel est de pouvoir donner accès à l'ensemble de nos clients, en tout cas, qu'ils soient petits ou gros, à cette multitude, ce volume, comme vous le disiez, astronomique de données, leur permettre de prendre des décisions sur ces données. Ils sont partis d'un constat extrêmement simple, qui est de dire, la donnée, elle est présente, on est capable de la transformer, d'y mettre de la gouvernance, on est capable de la présenter de la meilleure manière qui soit, mais on a besoin du moteur, où finalement on met toutes les données à un seul endroit,
quelle que soit l'origine, quel que soit leur format, et on lui donne accès avec une simplicité phénoménale, qui est l'emploi d'un langage commun à l'ensemble des acteurs de l'informatique, et ce, au moindre coût ou au meilleur coût, en le mettant dans le cloud, avec des volumétries et des capacités de calcul infinies. Très bien. Alors, je pense qu'on a planté le décor. Maintenant, on va rentrer dans le premier thème de notre table ronde d'aujourd'hui, qui est qu'on a dans les entreprises finalement une espèce de paradoxe où il faut trouver le meilleur compromis entre, d'un côté, chercher toujours plus d'innovation, être toujours plus agile, ça c'est, je dirais, c'est les besoins impératifs, et puis de l'autre, on a des contraintes, des rigidités qui s'imposent selon les facteurs qu'on a expliqués tout à l'heure. Alors finalement, comment on fait pour régler un peu ce paradoxe et trouver le meilleur compromis? Et je dirais que par association, on pourrait parler aussi du DevOps, parce que finalement c'est un petit peu le même problème. C'est-à-dire on a d'un côté les développeurs qui veulent aller très vite, qui veulent proposer des nouvelles applications, et puis on a les gens aux opérations qui disent oh là là, allez doucement, parce qu'on veut absolument que ça fonctionne, on veut pas que ça casse. Donc comment on fait finalement pour gérer un peu cette confrontation entre deux besoins qui sont quand même de plus en plus conflictuels? Alors, donc, dans le monde de l'analyse, évidemment, on est les premiers à être face à cette difficulté. C'est-à-dire que d'une part, on va avoir des utilisateurs qui vont demander beaucoup de self-service, qui vont vouloir tout faire eux-mêmes, qui ne vont pas vouloir de gouvernance, puisque pour eux, gouvernance, c'est se limiter dans leurs accès. C'est les empêcheurs de tourner en rond. C'est les empêcheurs de tourner en rond. Et de l'autre côté, on voit évidemment des demandes croissantes en termes de régulation, avec GDPR, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour finalement gérer ce conflit? Donc, en fait, déjà, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est que, évidemment, il faut permettre aux utilisateurs d'accéder à la donnée de façon flexible et agile. Donc ça fait partie effectivement des prémices en fait de l'analyse de la donnée. Mais d'un autre côté, en fait, on veut également gouverner la donnée, mais toute la donnée n'a pas besoin d'être gouvernée de la même façon. Donc il n'est pas question d'un côté de mettre les utilisateurs en charge de tout gouverner ou de tout gérer, et il n'est pas question non plus d'abandonner la gouvernance de la donnée en totalité. Donc il faut en fait trouver effectivement, comme vous le dites, ce compromis, et ce compromis se trouve en fait dans un processus qui regroupe en fait les personnes, les différents acteurs de l'entreprise, souvent sous l'égide d'un CDO, les processus et puis finalement la pratique. Et donc dans la pratique, la façon dont ça se traduit, c'est que on observe certains de nos clients, alors un grand distributeur par exemple, qui lui choisit de, grâce à la plateforme MicroStrategy, publier du contenu certifié. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, l'ensemble du contenu certifié, ça vous pouvez l'utiliser avec confiance. Et puis, si vous voulez augmenter ce contenu certifié en faisant du self-service, eh bien faites du self-service. Et mais vos données personnelles ou les autres données que vous venez ajouter n'auront pas et ne seront pas estampillées. Et d'autres vont commencer par de l'analytics. Alors là, c'est un exemple d'un groupe industriel. Ils vont commencer par de l'analytics en laissant tout le monde faire du self-service. Et puis, ils vont avoir un processus de maturation ou de graduation. Et au fur et à mesure que en fait, les analyses se généralisent, ils vont les gouverner pour pouvoir les distribuer au plus grand nombre et justement les estampiller comme étant dignes de confiance et respectant les règles de gouvernance. Très bien. Alors finalement, Jean-Michel Franco, d'après ce qu'on vient de dire, il n'y a pas un modèle de gouvernance, il y a plusieurs modèles en fonction des contraintes de l'entreprise. Et donc ça, c'est une première question pour poursuivre le sujet. Est-ce que la gouvernance est une chance ou est-ce que c'est au contraire un facteur, un frein? Et puis, est-ce qu'on a parlé de CDO? Est-ce que le CDO, c'est l'interlocuteur indispensable pour faire en sorte que tout ça fonctionne? Je pense qu'une des erreurs, c'est d'opposer vitesse et contrôle. Donc finalement, le paradoxe qu'on a évoqué n'est pas vraiment un paradoxe. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez rentrer dans une voiture de sport, vous attendez d'elle qu'il y ait des bons freins. Et c'est pareil pour un système d'information. Et il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, ça fait 25 ans que je suis dans le décisionnel,
Par exemple, la qualité de données, c'est souvent l'obstacle principal. Et ça casse tout, parce que, ok, c'est bien de mettre les données rapidement, mais si les gens n'ont pas confiance, ils ne vont pas les utiliser. Donc il y a une question de confiance qui est essentielle. Il y a un bon exemple, c'est GDPR, où personnellement, je suis intéressé pour que l'entreprise avec qui je travaille personnalise toutes les relations qu'elles ont avec moi. Ça m'apporte de la valeur. Mais je ne veux pas qu'elles fassent n'importe quoi avec mes données, je veux être en contrôle. Donc moi, en tant que consommateur, j'ai besoin de cette confiance. Et donc les entreprises qui réussissent, d'après moi, sont celles qui comprennent ça. Un exemple de client talent, c'est Air France. Quand vous allez sur l'application mobile d'Air France, vous contrôlez vos données personnelles. Il y a des données sensibles, il y a peut-être votre numéro de carte bleue, votre numéro de passeport, ils ont votre SMS, etc. Vous les contrôlez et ça vous amène un service. Parce que quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez le SMS pour savoir où trouver vos bagages ou vous êtes rappelé si vous avez oublié quelque chose dans l'avion. Donc ça vous motive à faire en sorte de rentrer les bonnes données pour avoir les bons services. Exactement. Donc il faut arriver à engager tous les utilisateurs dans cette notion de gouvernance pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important d'avoir des données partagées et qu'ils envoient le retour pour eux. En leur donnant la garantie qu'ils auront toujours la maîtrise sur ces données, bien entendu. Exactement. Ouais. Alors, François Volpout, vous, de votre point de vue, qui est un petit peu différent, comment vous voyez ça, vous, la gouvernance des données ? C'est extrêmement intéressant, parce qu'on parle de processus, on parle dans la gouvernance. Le postulat de base, en tout cas tel qu'il a été posé par Snowflake, et tel que les clients, aujourd'hui, on a un peu plus de 2500 clients en moins de 3 ans d'existence, en tout cas de produits sur le marché. Parce que finalement, si on veut gouverner la donnée, l'une des problématiques dans la gouvernance de données, c'est que cette donnée, elle est silotée. Et en fait, on produit tellement de données, mais dans tellement de silos, il y a déjà un effort certain pour pouvoir identifier où sont mes données, quelles sont mes données, celles que je dois anonymiser ou celles que je puisse mettre à disposition ou pas. Et finalement, Snowflake arrive avec le postulat de base de dire, si on veut faire de la bonne gouvernance, si on veut vraiment contrôler ces données, il faut être capable de pouvoir identifier où elles sont et toutes les requêter ou toutes les gouverner à un seul et même endroit pour réduire l'effort de gouvernance. En fait, si on veut gouverner une donnée qui est extrêmement silotée, l'effort en est multiplié. À partir du moment où on a des gens qui sont extrêmement capables dans ce domaine de la gouvernance, ce qu'apporte Snowflake, c'est de dire, quel que soit le type, le format donné ou l'origine de votre donnée, vous la mettez dans le data warehouse Snowflake, donc dans le cloud, qui peut être un data lakehouse, une base de données. Aujourd'hui, on répond à de multiples usages et on va créer ou on va gérer la gouvernance à partir du moment où on a été capable de mettre à un seul endroit et donner accès à cette donnée à l'ensemble des stakeholders de la donnée. Très bien. Alors, cette problématique aussi, elle est impactée aujourd'hui par l'évolution vers le cloud, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'accélère, qui s'accentue. Est-ce que, de votre point de vue, finalement, le cloud, alors, vous avez donné déjà un élément de réponse, mais est-ce que le cloud, finalement, il favorise ce recentrage des données dans un lieu commun, ou au contraire, finalement, le cloud, c'est tellement facile que, en plus, on parle du multi-cloud, du cloud hybride, donc on a l'impression qu'on va pouvoir éparpiller un peu ces données partout. Comment ça va évoluer tout ça ? Eh bien, en fait, nous, ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'effectivement, ils vont vers le cloud. Ils transitionnent beaucoup de leur cas d'usage de data et d'analytics vers le cloud, mais ils restent avec une base installée, avec un patrimoine qui est on-premise, donc dans leur data center, etc. Et puis, dans les très grandes entreprises, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il n'est pas rare que différentes business units choisissent des clouds différents. Alors, un groupe va choisir Azure et un autre groupe va choisir AWS. Donc, en fait, ce qu'on observait déjà on-premise, on le voit également se répéter dans le cloud, qui est de voir qu'en fait, il y a de la diversité, que la diversité va croissante, et que le cloud est à la fois, je dirais, un moteur pour faciliter l'accès à la donnée, à l'analyse de la donnée, avec effectivement également des modèles de prix qui sont particulièrement intéressants. Mais en même temps, enfin, là, je vous arrête parce que le CIGREF vient de publier un rapport qui n'est pas tout à fait du même avis, mais enfin bon, je vous laisse continuer. En tous les cas, la flexibilité, l'agilité des déploiements est certaine par rapport à des déploiements on-premise où il faut trouver le budget pour acheter des machines, acheter des licences, etc. Dans le cloud, tout ça est quand même bien simplifié. Donc en fait, le cloud, finalement, c'est un nouvel outil
qui vient s'ajouter dans une panoplie qui va être également très hétérogène. Et effectivement, avoir la possibilité d'être multi-cloud et d'être cloud agnostique va devenir quelque chose de très important pour les organisations parce qu'elles ne pourront pas nécessairement standardiser sur un seul cloud en tout et pour tout dans l'ensemble ni au cours du temps, ni nécessairement à travers l'ensemble de leur déploiement. Et alors, ce qui veut dire, est-ce que c'est une chance? Ou est-ce que, au contraire, ça pose un problème encore supplémentaire? Moi, je pense que c'est à la fois une opportunité et un challenge. Moi, j'ai vu des clients qui utilisent un data lake sur AWS, mais qui veulent faire leur analytics sur Azure. Donc, ils ont collecté la donnée à un endroit, mais ensuite, ils voudraient la standardiser, puis la processer et l'analyser à un autre. Donc, on voit bien que le fait d'avoir une stratégie cloud ne garantit pas forcément plus de simplicité parce qu'on peut se retrouver dans ces cas de cloud hybride ou de multi-cloud qui peuvent rendre l'ensemble plus compliqué. Alors Jean-Michel Franco, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour poursuivre un peu la discussion, en conclure qu'à l'ère du cloud, la gouvernance des données est encore une nécessité beaucoup plus forte? Oui, bien sûr, parce qu'il va falloir en fait, monter les niveaux de contrôle. En fait, l'enjeu, c'est de garder la maîtrise de ces données. Et donc, quand ces données, on va les mettre ailleurs, dans d'autres infrastructures, il faut renforcer la maîtrise. Par contre, il y a des bénéfices. Je peux peut-être prendre un exemple. Dans le cloud, mon exemple préféré, c'est Euronext. Donc, Euronext, c'est la bourse pan-européenne, enfin, le principal acteur de la bourse pan-européenne. Leur transition vers le cloud, elle s'est faite après le Brexit, parce qu'il y a eu tellement de transactions le jour du Brexit qu'en fait, ils étaient complètement en surcapacité d'IT. Donc, ça aurait eu au moins cet effet bénéfique. Voilà. Donc, ils se sont dit, il y a pas d'autre, on ne peut plus contrôler les besoins en capacité. Donc, ça a été le déclenchement vers le cloud. Et en fait, leur système, il était très centré sur du reporting, du réglementaire. Et quand ils sont allés vers le cloud, ils se sont dit oui, mais on peut faire d'autres choses avec le cloud. On peut faire de la data science parce qu'on a l'élasticité de la capacité de traitement. Donc si on a besoin de beaucoup de traitements à un moment donné, on peut ouvrir les vannes en contrôlant les coûts, mais on peut le faire. Et l'autre chose qu'ils se sont dit, c'est qu'à partir du moment où ils partaient de l'autre côté du firewall, ils pouvaient partager leurs données. Et donc ils ont mis toute une logique de monétisation. Aujourd'hui, 20% de leur chiffre d'affaires, c'est fait pour vendre des données parce que leur business, en fait, aujourd'hui, les transactions sont automatisées. Et en fait, les banques, quand elles lancent les transactions, elles doivent comprendre le lendemain qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, elles doivent faire de l'analyse de données assez poussée pour savoir ce qui s'est passé sur les marchés. Donc ça, c'est valorisé. Mais évidemment, pour avoir fait ça, il a fallu hausser le niveau de gouvernance parce que quand on est un institut financier et on dit aux autorités qu'on va sur le cloud, on est sous surveillance. Et puis pareil, quand on veut commencer à partager des données avec les clients, il faut que ça soit parfait, il faut qu'il n'y ait pas de fuite de données, etc. Mais donc finalement, ils ont découvert ça à la suite d'un gros problème, si je puis dire. Est-ce qu'on peut avoir le même cheminement de manière un peu plus sereine ? Oui, alors souvent c'est intéressant parce que souvent les grands changements dans l'IT, c'est parce que... alors moi je suis dans la gouvernance, mais souvent c'est parce qu'il y a RGPD qu'on se dit « Ouh là, mais les données clients, elles sont partout, c'est un peu le bazar, on va s'organiser ». Donc souvent la gouvernance, ça vient parce qu'on a une contrainte externe qui amène à le faire. Ça pourrait... Alors le self-service en business intelligence, c'est un cas où on cherche à le faire parce qu'on veut que plus de monde accède aux données, on veut les documenter. Et là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, le cloud a permis de développer de nouvelles opportunités, mais c'est pas opportunité dans le sens général, en gros, c'est du business. C'est du business. Donc ça, c'est très important. Ouais. Alors vous, François Volput, vous êtes un peu, par rapport à ce sujet du cloud, vous avez une position qui est un peu différente dans le sens où vous êtes né comme Astérix, hein, vous êtes Obélix plutôt, vous êtes tombé dedans étant petit. Est-ce que ça change quelque chose ? Et puis, mais néanmoins, vous disiez tout à l'heure, il suffit de mettre tout chez nous, mais à l'ère du multi-cloud ou du cloud hybride, les gens ont toujours envie de mettre des données un peu partout. Donc, comment vous positionnez par rapport à ça ? Aujourd'hui, ce qui fait la différence, et je pense ce qui fait que
Snowflake a levé $1 milliard, c'est la vision sur le cloud en fait. Et le cloud, c'est une opportunité, je le pense sincèrement, mais ça peut devenir aussi un frein. À partir du moment où le cloud sur la donnée redevenait un silo de données en lui-même, c'est-à-dire on met ses données chez Amazon, on reste bloqué chez Amazon, ou sur Azure ou sur Google, et c'était le grand danger. Et en fait, aujourd'hui, Snowflake est la seule solution dans la data pour pouvoir faire ça, c'est avoir le même niveau finalement de service et d'échange qu'on soit sur Amazon, sur Google ou sur Azure. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait mettre ces données dans un data lake ou le data warehouse Snowflake chez Amazon et le requêter à partir d'Azure. Ça, c'est une vraie opportunité. Et ce qui nous a permis d'ailleurs, quand on parle de multi-cloud, de gouvernance, de données ou de sécurité, on va dire, dans le cloud, on a la première banque au monde qui est Capital One, qui doit être la 5e banque américaine, à avoir mis l'ensemble de ces données clientes, ce qui est encore quelque chose dans la banque, en général, on n'aime pas trop. Hein. Eh bien, globalement, avec Snowflake, enfin, il y a plusieurs attraits, hein, mais Capital One a mis l'ensemble de ces données clientes sur Snowflake dans le cloud Amazon avec une capacité à le répliquer sur un autre cloud. Cette sécurité, en fait, finalement, on doit amener, le multi-cloud doit amener la sécurité pour les clients, doit amener de l'agilité. Vous mettez ça dans un contexte partenaire. Il y a Monoprix qui a témoigné il y a très peu de temps, qui a fait le choix de Snowflake. Monoprix, aujourd'hui, veut migrer ses anciens systèmes, enfin, systèmes qui étaient bons dans le temps où ils ont été faits pour les données pour lesquelles ils ont été créés, les migrer dans Snowflake. Mais aujourd'hui, Monoprix part du postulat de base de dire mes partenaires, mes producteurs, ça peut être Pernod Ricard, ça peut être, enfin, je sais pas, voilà. Prenons par exemple un autre client Snowflake, Pernod Ricard, on va dire Pernod Ricard est intéressé par les datas de vente de Monoprix. Les deux sont sur des clouds différents. Monoprix fait un choix de dire moi, je vais sur Snowflake, sur tel provider, Pernod Ricard sur un autre provider, et serait capable finalement de partager nativement, naturellement et instantanément les données qui les intéressent. D'ailleurs, je suis en train de penser, parce qu'on parle de cloud hybride, multi-cloud, est-ce qu'on ne pourrait pas parler, alors ça n'a pas un sens direct, mais de virtualisation du cloud, dans le sens où finalement, on peut avoir différents clouds, mais ils sont enfin, avec votre approche à vous, c'est une espèce de cloud virtuel de plusieurs clouds, et avec la possibilité de bouger les données un peu partout. C'est un peu ça l'idée ? C'est un peu ça l'idée. Le cloud doit être un moyen, c'est pas une finalité le cloud. C'est un moyen de donner accès à la donnée où qu'elle soit. Et où qu'elle soit. Très bien. Alors, il y a un élément aussi qui perturbe un petit peu tout ça, enfin qui apporte évidemment des éléments très intéressants, c'est l'intelligence artificielle, hein, dont on parle dans plein de domaines, mais qui, dans le domaine des données, est évidemment une technologie très utilisée, très importante. Et puis, le rapport entre la technologie et l'humain. Alors, la question, évidemment, un peu bateau, c'est de savoir si l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, ou au contraire l'humain va s'améliorer avec l'intelligence artificielle. Bon, moi j'avoue que j'ai en tête l'exemple du champion d'Europe de Go qui avait travaillé sur ce sujet, qui avait aidé DeepMind à développer le logiciel qui a permis de battre Lee Sedol, le champion du monde de Go. Et je me souviens, il avait dit finalement de faire ça m'a permis à moi de progresser. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'intelligence artificielle ne va peut-être pas remplacer l'humain, peut-être qu'elle le fera pour certaines tâches, mais elle permettra de s'améliorer. Par rapport à ce sujet-là, vous, MicroStrategy, comment vous vous situez et quel usage vous faites de l'intelligence artificielle? Évidemment, quel est le rapport avec notre sujet, la gouvernance de la donnée? Donc d'abord, un des points essentiels dans l'analytics, c'est ce concept de l'employé augmenté. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais au début, c'est que l'idée c'est de dire qu'on va mettre à disposition l'analyse qui va être la plus pertinente pour l'utilisateur, indépendamment de s'il la demande ou pas, c'est-à-dire qu'elle soit à disposition dans son environnement de prédilection, alors que ce soit dans Outlook ou dans Salesforce, parce qu'il va avoir toutes les informations sur son client à disposition, ou que ce soit même en surimposant, par exemple sur une photo, faire de la réalité augmentée, en surimposant des données analytics sur des images, quand par exemple, si vous êtes un agent immobilier, en prenant en photo des bâtiments. Donc, on voit bien que cette idée d'employé augmenté, c'est de dire que l'analyse de la donnée, c'est pas tant
finalement le self-service, parce que le self-service, ça présuppose qu'on a envie d'aller analyser de la donnée. Il y a plein d'utilisateurs dont ce n'est pas le métier de base d'aller analyser de la donnée, mais qui en ont bien besoin. C'est la plupart, en fait, non? Et même, c'est bien la plupart, encore aujourd'hui, même si, effectivement, on parle de démocratisation de la donnée, démocratisation de l'analyse. Ça fait quand même 30 ans qu'on en parle. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est de devancer, finalement, de devancer le besoin en mettant à disposition, contextuellement, les données pour les utilisateurs, et donc ça c'est le dernier né de l'offre MicroStrategy qui s'appelle HyperIntelligence, qui offre cette possibilité. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment de rendre l'analyse de la donnée plus accessible et plus facile. Donc comment est-ce qu'on va faire pour que le self-service justement entraîne plus de collaboration et plus d'usage de la donnée gouvernée, plutôt que de recréer sans cesse du contenu qui a peut-être déjà été créé ailleurs. Donc là, on va pouvoir mettre en place, par exemple, des moteurs de recommandation. On va dire, les utilisateurs qui ont utilisé ces données ont également utilisé ces données-là. Ou alors on va dire, est-ce que vous saviez que l'ensemble des données là que vous êtes en train de sélectionner pour faire votre analyse sont également utilisées dans cet autre rapport qu'a fait votre collègue. Et donc l'idée, c'est pas forcément en fait de gouverner la donnée de façon rigide, mais au contraire via une collaboration en utilisant les patterns d'usage de la donnée et donc toutes les données, toutes les statistiques et l'audit sur l'usage qui est fait de la plateforme, de proposer ou de faire des recommandations qui vont faciliter l'accès, l'analyse de la donnée et puis l'utilisation de données gouvernées, parce que honnêtement, je pense que l'ensemble des utilisateurs préfèrent de loin de la donnée à laquelle ils peuvent faire confiance plutôt que de tout recommencer sans cesse. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Michel Faucon, la notion de conscience et de confiance et de confiance peut-être aussi d'ailleurs, mais de confiance est très importante. Vous, Thaland, vous vous situez où par rapport à cette utilisation de l'intelligence artificielle et comme outil finalement pour améliorer l'utilisation de tout ce qu'on fait dans le domaine des données? On voit un rôle qui se crée de plus en plus, c'est-à-dire dans la donnée, on pense à ceux qui produisent de la donnée, on pense à ceux qui consomment, on ne pense pas tellement à ceux qui la contrôlent. Dans RGPD, il y a la notion de data controller, c'est la notion principale, c'est celui qui a la maîtrise en fait. Et ce rôle-là, on pense qu'il va se développer de plus en plus dans l'entreprise. Parce que sinon, on voit déjà des exemples, des voitures qui sortent des statistiques sur leurs émissions et qui sont peut-être pas proches de la réalité. Il y a eu des scandales sur les appareils médicaux. Donc l'intelligence artificielle au service du contrôle de la donnée. Alors oui, et en fait, mais en fait, l'intelligence artificielle, est-ce que son rôle c'est d'automatiser ou est-ce que son rôle c'est de permettre de diffuser de l'information et de permettre aux gens d'expliquer? Et donc mettre à disposition d'abord des outils pour contrôler la qualité, parce qu'on peut truquer l'intelligence artificielle avec des fausses données, des jeux de données biaisés, c'est facile. Donc il faut mettre en place le contrôle sur les données elles-mêmes. Et puis il y a un sujet qui commence à venir, c'est le droit d'explication. C'est-à-dire pouvoir expliquer pourquoi un algorithme a pris cette décision. Donc ça, on le voit, je lisais cette semaine un article sur La Poste, par exemple, sur les tournées des... et en fait, les organisations syndicales attaquent l'algorithme en fait en disant expliquez-nous comment les tournées sont, comment vous décidez que la tournée va prendre 2 heures ou 2h30. Parcoursup est un autre exemple. Et effectivement, il y a un petit problème qu'on posait là, c'est l'algorithme qui doit décider entre, donc il pilote la voiture, et il doit décider entre quelqu'un qui porte un casque et quelqu'un qui ne porte pas un casque. Et il aura tendance à dire finalement on va peut-être percuter celui qui a un casque parce qu'il aura plus de chances de s'en sortir. Sauf qu'au deuxième degré, ça va pousser les gens à ne pas porter de casque parce qu'ils sauront que les voitures ne les percuteront pas. Donc vous voyez, c'est quand même assez compliqué tout ça. Et la vraie question d'ailleurs, c'est de savoir à quelle vitesse on va vraiment avoir des voitures autonomes. Parce que avoir une voiture où moi je suis derrière le volant et la voiture fait quasiment tout pour moi, mais je suis le pilote à la fin. C'est moi qui prends la décision, c'est moi qui suis responsable. Et la voiture vraiment autonome, où là c'est le constructeur qui devient responsable, là il y a un vrai saut quantique. Et c'est peut-être là que donc le rôle de l'humain il est essentiel parce qu'il joue la tour de contrôle quand même beaucoup dans ces environnements de données. Alors vous, Snowflake, est-ce que vous faites de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans vos solutions? On en fait, bien entendu.
Mais ce qu'on apporte par rapport à l'intelligence artificielle ou au machine learning, en fait, on se rend compte que la difficulté technologique, non pas le processus, la manière dont on gouverne, mais la difficulté technologique fait que les projets de data science, et il y a une donnée qui est effectivement de dire que 70% des projets de data science ne verront jamais la production, mais c'est parce que les contraintes techniques du monde on-premise ou même du monde en cloud extrêmement fermé fait en sorte que tous les modèles de machine learning ou d'intelligence artificielle reposent sur des jeux de données ou des niveaux de données extrêmement faibles. Et en fait, c'est là où même si j'espère que c'est pas trop maladroit, mais c'est là où finalement tout se recoupe. Si on veut faire du vrai machine learning ou de l'intelligence artificielle, il faut qu'on puisse faire ces modèles de données ou faire en sorte que ces algorithmes traitent de volumes de données extrêmement importants. Ce qui veut dire que quand on parle de volume de données extrêmement important, c'est aussi des capacités de calcul qui soient extrêmement importantes. Et finalement, le cloud, ce que ça apporte, et ce que Snowflake apporte dans ce contexte-là, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent faire, plus on veut que le modèle soit précis, plus on veut qu'il apporte finalement une vision et un service, le service escompté, au meilleur coût, parce qu'on parle toujours de profitabilité dans ces modèles-là, en tout cas, il faut qu'il y ait une profitabilité. Est-ce que ma donnée est profitable ou est-ce qu'elle va m'apporter de la profitabilité en étant traitée? Et finalement, ce qu'apporte Snowflake, c'est la capacité à tous les utilisateurs ou tous les créateurs d'algorithmes ou de machine learning de pouvoir créer, tester leur modèle sur des volumes illimités avec des capacités de calcul limitées. Et ça, aujourd'hui, seul le cloud l'apporte à un prix qui soit celui qui donne une profitabilité certaine à l'utilisation de ces données. Alors une petite question sur ce que vous venez de dire, c'est que on comprend assez intuitivement que plus on a de données et mieux les informations qu'on pourra en tirer seront bonnes. Sauf que plus on a de données, plus il faut aussi s'assurer que ces données sont de qualité. Et ça, ça se multiplie avec le volume des données et les sources différentes d'où elles peuvent provenir. Exactement, c'est pour ça qu'on collabore avec un écosystème. Parce qu'aujourd'hui, on fournit le moteur, mais on a besoin de gens qui fournissent la carrosserie, qui permet de se déplacer, et les gens qui vont permettre de donner et d'apporter une donnée de qualité, l'essence finalement au moteur. Donc c'est vrai que Snowflake en tant que tel apporte ce moteur, mais on collabore avec un écosystème extrêmement riche pour apporter cette donnée. Votre image était assez bonne. Alors je crois qu'on a fait un tour assez complet, assez varié. Maintenant pour terminer, ce que je vous propose, et ça s'est fait, vous l'avez fait déjà au travers de vos diverses interventions, si vous aviez un conseil à donner aux utilisateurs qui nous écoutent pour mettre en place, ou en tout cas améliorer leur gouvernance de la donnée, quel serait ce conseil? Alors moi, si j'avais un conseil dans le monde de l'analytics pour la gouvernance de la donnée, ce serait en fait de cesser de mettre en conflit le fait d'avoir besoin d'avoir accès à la donnée avec les problématiques de gouvernance. Et pour ça, il faut créer des médias ou des lieux, des boards de gouvernance de la donnée où on met autour de la table l'ensemble des acteurs de façon à ce qu'ils puissent travailler ensemble sur les meilleures façons de collaborer autour de l'analyse de la donnée en conformité avec les règles de gouvernance. Très bien. Jean-Michel Franco. Si on regarde ce qui s'est passé dans le monde de l'Internet, où on a été confronté à la surabondance d'informations, les grands vainqueurs, c'est ceux qui ont réussi à mettre de l'intermédiation et de la confiance. Un exemple, c'est Blablacar. Hein, c'était dangereux de faire de l'autostop. Tout d'un coup, on a un système qui permet de trouver tout de suite quelqu'un qui fait le même trajet que soi, et surtout qui donne la confiance, qui fait que je vais accueillir quelqu'un dans la voiture et que je vais pouvoir blablater. Et que ça... vous mettez Facebook dans votre... Facebook a un problème de confiance. Voilà. Mais c'est leur gros problème. C'est-à-dire c'est le sujet, en fait. Et donc, les entreprises doivent, dans la façon dont elles gèrent leurs données, instituer ce système qui fait à la fois l'intermédiation et la confiance. C'est ce qu'on appelle des data hubs. Et donc, les deux paramètres sont indissociables, comme vous le disiez, parce que si on a un problème de confiance, les gens risquent d'aller ailleurs. Très bien. François Volpout, un conseil? Un conseil, un constat, je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, finalement, c'est de se dire voilà, que la data, la donnée en tout cas, n'est pas la finalité, mais le moyen. Et que pour avoir un moyen, il faut le gouverner en tout cas. Il faut lui apporter le niveau de sécurité nécessaire. Et plus ce niveau de sécurité sera natif, sécurité ou gouvernance sera natif, c'est-à-dire fait à la source, je pense que tout le monde s'en portera mieux. Il sera beaucoup plus simple de mettre en œuvre des
modèles donc, de données. Très bien, on parle de sécurité by design, donc finalement Ouais. on pourrait parler de gouvernance by design d'une certaine manière. Exactement. Très bien, bah, écoutez, je propose qu'on termine sur ce mot et sur cette table ronde qui m'a tout à fait intéressé. En tout cas, merci à tous les trois pour votre participation. Merci. Merci.